Cette série de conférences considère la question de formation en l'écriture cunéiforme dans l'Antiquité à nos jours. Si elle était tellement difficile à apprendre, pourquoi a-t-elle duré 3 millénaires, en dépit de l'invention d'autres écritures plus simples? Et quoi est-ce qu'on doit faire pour améliorer l'enseignement de cunéiforme aujourd'hui et pour le rendre plus accessible à tous? La semaine dernière, je vous ai parlé de l'époque paléo-babylonienne, lorsque beaucoup de gens savaient lire et écrire en cunéiforme. On l'apprenait par regarder un extrait d'un texte standardisé écrit par l'enseignant, lequel l'on l'écrivait et le répétait jusqu'à sa mémorisation. Puis, on écrivait des mémoires, des extraits plus longs, en ajoutant les plus récents à la fin. Une fois complètement intériorisé, on a jeté cette tablette d'enseignement dans le bac de recyclage. Le texte se perpétuait dans la tête, dans la mémoire. Mais nous avons vu que ce programme de formation était en grande partie très mal adapté à la langue quotidienne d'acadienne. Pour la plupart des jeunes hommes riches et influents, il suffisait d'apprendre à modeler d'argile pour en faire tablette, à tenir et utiliser la calame, à écrire des signes cunéiformes simples pour des syllabes et des noms d'un usage courant. Avec ces connaissances, ils étaient capables de lire et de contrôler les documents des scribes qui travaillent pour eux, d'écrire et de recevoir leurs propres lettres et, comme le prêtre Utu à Sippar, se rappeler aux noms et aux vies de leurs ancêtres. Au même moment, les jeunes qui voulaient devenir scribes professionnels continuaient leur formation, surtout en la langue sumérienne, la langue de la tradition, du patrimoine et du savoir. Cette érudition n'était pas très utile pour la plupart des scribes actifs, mais elle servait de se distinguer d'autres qui n'avaient qu'une formation utilitaire. Ils se conceptualisaient comme membres d'une communauté ancienne et indispensable et qui maintenait l'ordre social pour le patron ultime, les dieux et les rois. Donc, on voit que ce système pourrait être menacé en deux façons, soit par l'arrivée d'une écriture ou une formation plus simple à apprendre, soit par la fin du consensus que les patrons ultimes des scribes étaient les dieux et les rois. Aujourd'hui, nous étudierons tous les deux sur la base des recherches que j'ai menées au cours de la dernière décennie. D'abord, considérons-nous l'invention de l'alphabet dans les carrières de l'Égypte ancienne au début du 2e millénaire et son arrivée dans le monde cunéiforme plusieurs siècles plus tard. Au temps néo-syrien, c'est-à-dire au 8e et 7e siècle avant, on verra que des scribes professionnels persistaient à apprendre le cunéiforme avec les nouvelles méthodes selon les preuves archéologiques de villes de Babylone, Nimrud et Ashur. Ensuite, dans la deuxième moitié de la conférence, on analysera la renonciation des rois de Babylone de leur patronage de la culture cunéiforme au milieu du 1er millénaire avant. On verra qu'il y en avait des conséquences sévères. Les résultats étaient une fin soudaine dans quelques vies et un décès beaucoup très long à Uruk et à Babylone. L'alphabet a été inventé dans le nord de l'Égypte, vers le début du 2e millénaire. Il adaptait 23 signes de l'écriture hiératique du royaume du Moyen et les utilisait pour écrire les consonnes de la cananéenne. Cela était la langue des hommes qui travaillaient sur les routes et dans les carrières égyptiennes où les inscriptions étaient faites.
L'écriture est maintenant appelée proto-sinaïtique, après le désert où les inscriptions ont d'abord été trouvées, mais ces inscriptions sont maintenant connues aussi dans la vallée du Nil, comme vous voyez. Ce système simple s'est répandu progressivement sur la côte de la Méditerranée orientale. Vers 1000 avant, les gens qui parlaient en phénicien, en aramaïque, en hébreu, l'utilisaient tous dans toute cette région. On pourrait mémoriser les formes des lettres dans 1 heure ou 2, puis les écrire intuitivement en résonnant les consonnes des mots que l'on voulait écrire. Il était bien adapté au fonctionnement des langues sémitiques, et ce qui signifiait qu'il n'y avait pas besoin d'une éducation longue et compliquée pour apprendre les méthodes correctes. Et on pourrait l'écrire avec l'encre, essentiellement de la suie, sur n'importe quelle surface plane, du cuir et du papyrus coûteux au tesson bon marché. L'alphabet était révolutionnaire dans son accessibilité. L'alphabet araméen a atteint l'ouest de la Syrie au début du IXe siècle. Mais il n'a pas simplement remplacé le cunéiforme. Comme vous voyez, les premiers exemples sont les marques des fabricants sur les faces arrière des briques et de meubles en ivoire. Ces marques aidaient les artisans à assembler des objets de luxe complexes à partir de leurs composants. Peu à peu, au cours du 8e siècle, l'araméen progressait dans l'échelle sociale, devenant un langage administratif et même éventuellement, comme vous voyez, un moyen acceptable d'écrire au roi. Mais l'alphabet n'a jamais remplacé entièrement le cunéiforme dans l'Empire assyrien, car les pressions sociales étaient trop. Le cunéiforme restait le moyen d'expression préféré pour la loi, pour le savoir, pour la propagande royale. Tout imbécile pourrait apprendre l'alphabet, mais les dieux ne savaient que cunéiforme. Et par conséquent, savoir lire et écrire en cunéiforme demeurait un marqueur important de la tradition, de la crédibilité et de l'érudition parmi les hommes de l'Empire. Donc, néanmoins, il est presque certain que les cunéiformistes étaient déjà en minorité dans la Mésopotamie. Parmi les élites urbaines et parmi ceux qui voulaient devenir partie de l'Empire, l'écriture cunéiforme restait très importante. Il n'y a pas de témoignage de la formation scribale en Assyrie lui-même, mais il existe pour la Babylonie de la même époque. Comme l'a démontré Petr Gesher il y a quelques années, à Babylone, les scribes stagiaires ont appris les bases de leur métier en 2 étapes, chacune employant 3 types de tablettes différentes. Dans la première étape, sur les grandes tablettes à plusieurs colonnes, les étudiants reproduisaient de longs passages de 7 listes standardisées de la programme scolaire, tous différents de ceux de Nippur au XVIIIe siècle qu'on a vu la semaine passée. Au recto de ces tablettes, les étudiants ont parfois ajouté des exercices d'orthographe et de courts extraits d'une sélection de compositions de langue acadienne. Dans la deuxième étape, ils écrivaient des passages d'une variété beaucoup plus large, d'ouvrages littéraires et lexicaux, souvent 3 ou plus ensemble, sur les tablettes plus petites à 2 colonnes. Malheureusement, à ce moment de la recherche, on ne comprend que peu de la chronologie interne
ou de la géographie de l'éducation néo-babylonienne. Mais, étant donné le manque de contrôle centralisé sur le contenu du programme scolaire par tout le monde entier avant le début du 19e siècle après, il est probable d'avoir été aussi sujet à changement et à la variation locale que son équivalent paléo-babylonien. Il existe quelques points de similarité au cours des millénaires. Le vocabulaire néo-babylonien Ura Ubulu, qu'on apprend dans la première étape, est un descendant bilingue beaucoup plus entendu du premier chapitre de Ura paléo-babylonienne qu'on a appris souvent à l'école de Nippur. Et la soi-disant liste de dieux de Weidner se trouve à la fois sur les tablettes cassites et les tablettes néo-babyloniennes. Mais la plupart de ces ressemblances sont superficielles. Par exemple, tout ce qui reste des longues et complexes tables de mathématiques, de multiplication et de séries métrologiques dans la formation paléo-babylonienne, qui reste dans la formation néo-babylonienne, sont les listes très courtes et très occasionnelles, d'entiers carrés et quelques séquences de mesures de capacité et de poids. Alors, on peut attribuer une grande partie de ce changement de programme très élémentaire à l'évolution des besoins linguistiques. Finalement, les exercices de la langue sumérienne ont disparu en faveur d'homologues bilingues ou monolingues acadiennes. Peut-être parce qu'il n'était plus important de distinguer les différents niveaux de compétences en cunéiforme, alors que la plupart des gens écrivaient en l'alphabet. Cependant, cette explication ne tient pas compte de la proéminence continue de la liste des dieux Weidner, qui était principalement en sumérien ou du moins en les signes logographiques. En effet, l'utilisation même d'une liste normalisée de divinités dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel cadre éducatif, porte un poids religieux ou idéologique. Il ne peut pas simplement être une utile pratique. On voit que c'était le cas dans un assemblage particulièrement intéressant de tablettes scolaires au temple du dieu Nabu à Babylone. Le temple a été fouillé par une équipe irakienne dans les années 70 et les tablettes ont été publiées et étudiées par Antoine Cavigno dans les années 80 et 90. Le temple principal de Nabu, dieu de la sagesse, était évidemment Héside, dans la ville voisine de Borsippa. Mais, comme fils du dieu babylonien suprême, Marduk, il avait aussi cette résidence secondaire à Babylone. Bien que le temple ait existé depuis au moins le IIe siècle avant, le bâtiment retrouvé par les fouilles irakiennes a été construit par le roi assyrien Esarhaddon vers 670. Ici, les archéologues ont trouvé 1500 tablettes de première phase avec des dédicaces longues et complexes à Nabu. Certains de ces colophons disent que leur argile provient d'un lieu saint, un HULE, dans le temple de Marduk. Et on leur a offert à Nabu dans des récipients spéciaux Gunu dans le temple. En outre, alors que presque toutes les tablettes cunéiformes d'habitude tournent de haut en bas comme ça, c'est-à-dire que le texte au verso est à l'envers par rapport au recto, beaucoup d'entre elles dans le temple ont écrit de sorte qu'elles tournent de gauche à droite comme un livre moderne. Petr Gesher suggère que cela leur a permis de les afficher
et de les lire des deux côtés. Et Stéphane Merle affirme que les étudiants et leurs familles sont peut-être venus au temple pendant le festival Akitu de la nouvelle année ou le festival Kislimu d'hiver, pour offrir ces soi-disant tupcharutu de serutu, tablettes d'enfants. Les parents ont démontré leur fierté de la réussite scolaire de leur fils et de leur gratitude envers le Dieu qui l'a présidé. Ce ne sont donc pas des tablettes scolaires ordinaires, mais des objets sacrés qui doivent avoir à s'accumuler sur une longue période dans le temple. Ils n'ont pas été retenus à cause de la connaissance ou les idées qu'elle contenait parce que sa connaissance était très basse, mais comme preuve de piété personnelle et comme rappel à Nabu des prières qu'il doit répondre. Quand on a reconstruit le temple sous le règne de Nebuchadnezzar 60 ans plus tard, elle ne valait pas la peine d'être épargnée. Mais elle ne pouvait pas non plus être jetée comme des ordures séculaires, de sorte qu'elle restait comme matériau de construction dans les fondations. Tant pour l'éducation élémentaire. Nous avons également beaucoup de preuves pour la formation des véritables spécialistes en cunéiforme, les savants. Afin de garder l'histoire simple, nous nous concentrons sur une seule profession, l'archipu, également connu sous le nom de mashmashu. Ces hommes avaient des fonctions rituelles dans les temples, mais aussi des passions privées. Leur rôle était de réparer les dieux en colère ou d'expulser le mal du corps du patient. La souffrance du patient, soit humaine, soit divine, devrait être atténuée autant que possible, avec des paroles apaisantes et des thérapies physiques. Dans la vie d'Ashur, le cœur culturel de l'Empire assyrien, et à proximité du siège du pouvoir à Nénévé, les hommes de la famille Baba Shumu Ibni travaillaient comme archipus guérisseurs, affiliés au temple Eshara du dieu Ashur. Quand la vie était tombée aux mains des envahisseurs Mèdes Babyloniennes en 614 avant, la famille a laissé environ 600 tablettes savantes de la maison au centre-ville, qui ont été trouvées enfouies à la monde au début du XXe siècle. Environ un quart d'entre eux ont des colophons, montrant qu'ils ont été écrits au cours de 4 générations par des membres de la famille, alors qu'ils ont appris leur métier. Dans la deuxième génération, par exemple, les titres de Kitz et Ashur ont évolué, comme vous voyez ici. Stéphane Merle, qui les ont étudiés, note également la présence dans l'archive familiale de 13 tablettes avec des colophons d'hommes qui apparemment n'appartiennent pas à la famille, mais qui sont tous désignés comme Shamalu apprenti ou Shamalu Sekhu apprenti, petit apprenti, quelque chose comme cadet ou subalterne. Et beaucoup de tablettes sans colophon et aussi écrites dans un script amateur rempli d'erreurs et d'effacements, donnant l'impression des exercices écoliers. Près de 3/4 de ces écrits se rapportent en quelque sorte à la profession d'archipu, recettes médicales, rituels et incantations, mais elle inclut également des cérémonies du temple, des hymnes et des prières, et une petite collection de listes lexicales bilingues qui expliquent les complexités du script cunéiforme et les relations entre le vocabulaire sumérien et akkadien.
Les tablettes de la famille présentent une attitude assez répandue à l'égard de la connaissance et qui peuvent y accéder. D'une part, ils protégeaient leurs tablettes contre le vol et la perte, mais également, ils faisaient des copies pour les autres, pour que les autres lisent. Les colophones comme Ciceur révèlent d'abord qu'on apprenait les nouvelles compositions en lisant et en copiant d'autres manuscrits, et ensuite les comparer pour vérifier leur précision. Il s'agissait d'un processus de transmission très différent de la mémorisation mis auparavant. Et on voit aussi que cette formation était partagée parmi la communauté. Des gens ont allé à la maison des archipels pour y apprendre. Et les tablettes qu'ils copiaient doivent avoir aussi été déplacées d'un endroit à l'autre et d'une personne à l'autre, afin que ces textes soient partagés. Dans ces exemples, les détails de l'original sont perdus ou considérés comme sans importance. Mais leur collection comprend également des copies réalisées à partir de manuscrits en argile ou en bois de Babylone, d'Uruk et de Ninive, ainsi que du temple de la déesse Gula à Ashur. Et il était peut-être de bonne manière de reconnaître les sources, surtout si la copie d'un individu ou d'une institution. Et il était également utile de retracer l'origine des recensions variantes. Mais cela pourrait aussi être une question de prestige pour avoir accès au matériel provenant des vies fameux ou lointains ou de temples puissants. Cependant, parmi les archipels d'Ashur, l'apprentissage ne s'agit pas simplement de cumuler des textes pour l'amour. C'était aussi profondément pratique. Les recettes et les rituels pouvaient être rapidement extraits pour comprendre ce qu'il faut faire. Anasabat peshi hantish nastha. Comme Stéphane Mal l'a souligné, la phrase hantish ou zama nastha, extrait rapidement, indique que la copie a été effectuée sous une pression de temps pour une utilisation dans la pratique thérapeutique, vraisemblablement à partir d'un original qui avait été emprunté et qu'il fallait retourner et qui avait été copié sur place ailleurs. Ces marqueurs de la bibliothèque distribuée, tels que Catherine Stevens et moi-même l'avons appelé, dans lequel les connaissances professionnelles et savantes circulent au sein d'une communauté autopolicière, tant dans les textes que dans la mémoire, ne se limitent pas à la série du 7e siècle. Cependant, ils ne sont pas universellement attestés, même pendant cette période. En tournant notre attention vers des communautés qui n'ont pas protégé leurs écrits avec des avertissements écrits, nous aurons un sens plus clair de ce que cette pratique voulait dire. Les familles Issaran Shumuukin et Gabu Alani Eresh avaient produit des conseillers auprès des rois assyriens depuis au moins le début du 9e siècle. Les deux familles savantes étaient archipels, comme les hommes d'Ashur. Dans Hésida, le temple de Nabu sur la citadelle royaume de Nimrud, ils ont construit une collection d'écrits savants stockés dans une salle dédiée immédiatement en face du cella de Nabu. Et lorsque les envahisseurs ont détruit le temple en 612, au moins 160 tablettes étaient encore in situ, dont environ 30 avec des colophons. Les archéologues britanniques les ont trouvés là pendant les fouilles dans les années 50.
approprié aux conseillers et les guérisseurs royaux. Environ un quart de la collection comprenait des présages pour deviner les intentions de Dieu. Et encore un quart consistait en recettes médicales, incantations et rituels. Et il y avait aussi un nombre important d'hymnes et de prières, de textes lexicaux et d'inscriptions royales. Il y a très peu de preuves pour la formation des apprentis, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que ces hommes présentent une attitude très différente de la protection et du partage de la connaissance que leurs contemporains moins puissants à Ashur. Ils reconnaissent régulièrement que les manuscrits sont des copies d'exemplaires antérieurs, mais n'annoncent jamais que les documents ont été rapidement extraits et ne reconnaissent jamais l'identité du scribe qui en fait la copie. Si ils empruntent les tablettes à d'autres, il n'y a apparemment aucune hâte de les renvoyer. Ils ne semblent pas non plus accepter le partage ou le prêt. Une fois seulement, l'érudit Nabuzukukene décrivait un ouvrage comme un secret des sages, ce qui signifiait les ignorants, les non-savants ne peuvent pas voir. Les seules personnes qui sont dites avoir les tablettes sont les propriétaires eux-mêmes ou leurs fils. Et il y avait un homme dans la série du 7e siècle qui se sentait même plus confiant que les savants royaux dans la sécurité de ces tablettes, qui avait encore moins besoin de les partager. Comme le montre ce colophone, le roi Ashurbanipal se présente souvent comme une copiste de savoir. Cependant, car le texte lui-même est écrit dans la même main de chancellerie élégante et anonyme de toute la production du palais assyrien, il est très probable qu'Ashurbanipal lui-même n'ait écrit physiquement ni cette tablette, ni l'une des tablettes scolaires produites dans son nom une fois qu'il est devenu roi. Pourtant, prétendument, personne d'autre n'était impliqué dans leur production. Personne n'avait l'autorisation de le lire. Aucune des tablettes d'Ashurbanipal ne comporte une date de production et aucune ne comporte une formule protectrice ou un avertissement pour les futurs lecteurs. C'étaient les tablettes du roi et personne d'autre n'était de les partager. Ainsi, en Assyrie, l'alphabet araméen a progressivement remplacé le cunéiforme dans la documentation et la communication quotidienne, mais pendant que le roi protégeait encore la culture cunéiforme, il y avait encore un rôle important en tant que déclaration d'identité personnelle, urbaine et éduquée. Comme dans la période paléo-babylonienne, la nostalgie et l'aspiration continuaient à jouer un rôle, tout comme la question de la communauté professionnelle. Mais, comme nous l'avons vu, la communauté était maintenant exprimée non par le contenu des textes eux-mêmes, la littérature sumérienne avait presque disparu depuis longtemps, mais par des déclarations explicites d'emprunt et de prêt dans la communauté et de protection contre les étrangers. En réalité, cependant, le savoir cunéiforme n'était pas partagé de manière égale. Les scribes n'avaient besoin de protéger leurs écrits des ignorants, les non-savants, qui ne savaient rien de les comprendre. Plutôt, comme je l'ai démontré, les érudits du statut supérieur, le roi inclus, se sont sentis libres de prendre et d'emprunter des tablettes, mais de ne pas les donner et les prêter. Cela a eu des conséquences pratiques dramatiques à court et à plus long terme.
Pour le roi Ashurbanipal, les moyens de lire et de comprendre la volonté de Dieu doivent être plutôt la démarche du roi. Même s'il n'avait pas l'intention de priver d'autres à ces moyens, il insistait sur un accès complet et sans précédent aux écrits qui permettaient la communication avec le divin. En 652, sa guerre contre son frère Shamash-shumukin à Babylonie lui a donné l'occasion parfaite de poursuivre ce plan, en procurant et en confisquant des tablettes au grand temple du Sud. Mais quand Nineveh est tombée quelques décennies plus tard, la vaste collection de tablettes d'Ashurbanipal a été enterrée dans les ruines de ses palais, menaçant gravement la survie des écritures cunéiformes dans les processus. À l'inverse, 50 ans plus tard, les rois perses Darius et Zex ne croyaient pas aux dieux babyloniens, mais ont vu les temples comme source de recettes fiscales d'un part et de rébellion politique de l'autre. Entre les années 520 et 484, ils ont traité avec au moins 4 requérants babyloniens du trône, qui ont obtenu le soutien des élites locales, alliées avec les temples du Nord, qui voulaient le retour de leur indépendance. Les Perses avaient besoin d'arrêter les insurrections tout en maintenant la productivité économique. Comme l'a démontré Caroline Wertzeggers, cela entraînait l'élimination des centres locaux de résistance, institutionnels et familiaux. Certains des grands temples, surtout Baba à Sippar et Anna à Uruk, n'ont pas survécu à ces représailles. D'autres, Sangila à Babylone et Zida à Bossipa, ont été gravement compromis et ont récupéré plusieurs générations. Au cours d'un siècle et demi, la sphère de circulation du savoir scolaire a diminué de moitié et de moitié encore. La communauté savante, toujours déterminée, s'est reconstruite et s'est réorganisée. Mais désormais, il serait méfiant de l'engagement excessif avec le pouvoir royal, qui pourrait aller du sous-investi comme Ashurbanipal au violent hostile comme Xerxes. À partir du 5e siècle, en l'absence de mécénat royal, le patronage royal, la vraie lutte du savoir cunéiforme était de trouver la validation et les revenus locaux, soit par l'appartenance au temple, soit par la clientèle privée. Mais les populations urbaines avaient maintenant plus de choix d'autorité divine que jamais. Et les connaissances traditionnelles babyloniennes devaient concurrencer de nouvelles façons de penser de l'Est et de l'Ouest. Encore un ensemble important de découvertes pour l'histoire de l'éducation cunéiforme vient d'une maison dans la ville d'Uruk, qui a été reconstruite plusieurs fois de la fin du 5e au début du 4e siècle avant, et peut-être plus tard. La maison a été fouillée à la fin des années 60 et au début des années 70 par des archéologues allemands, qui y ont trouvé environ 420 tablettes scolaires, certains stockés dans des grands pots, mais plus dispersés par les enterrements ultérieurs, creusés entre les murs, ainsi qu'une cinquantaine de documents juridiques ménagés. Les tablettes appartenaient à 2 familles différentes d'archipels. La famille Shangu-Ninurta, on ne voit pas les noms, pardon. L'ancêtre c'est Shangu-Ninurta,
le père Nadine, puis Shamash Idin, puis les frères Anu Exo et Rimut Anu, puis le petit ici Anu Ushalem. Donc, sa famille, ça, qui avait occupé la maison jusqu'à environ 420, et plus tard, la famille Ekozaki, qui l'habitait environ un siècle plus tard. Aujourd'hui, je veux parler des tablettes qui appartenaient à la famille Shanguninurta, environ 160 tablettes. C'est-à-dire, elle vient de la fin du 5e siècle, c'est-à-dire environ 70 ans après la fermeture de l'ancien temple à Eanna, et environ un siècle avant que le temple Gresh s'est établi contre son remplacement. Donc les hommes Shanguninurta n'indiquent jamais de rapport formel à un temple, mais ils expriment leur dévouement envers Ishtar et Anu, tous les deux. Presque toutes les tablettes savantes de la famille portaient à l'origine des colophons de quelque sorte. Seulement environ un tiers de ces colophons survivent maintenant, mais ils fournissent des informations cruciales sur les circonstances de la production, comme vous le voyez. Plus de la moitié de ces colophons affirment explicitement qu'ils enregistrent des copies d'un manuscrit antérieur, pendant que plus d'un cas ne déclare pas que s'ils sont copies. Les restes sont trop endommagés pour en être sûrs, mais on peut supposer qu'environ 2 tiers des colophons ont initialement inclus de relevés de copies, un tiers non. Et on verra qu'elles sont très différentes. La plupart de ces tablettes sans déclaration de copie ont des fonctions pédagogiques claires. Elles comprennent par 9 exercices élémentaires du type que nous avons déjà vu, montrant que 6 styles d'apprentissage étaient toujours utilisés. Mais les tablettes non copiées sont beaucoup plus sophistiquées. Le colophone comporte les mots et les phrases comme ça, comme vous voyez, qui sont souvent considérés comme des indicateurs d'un contexte éducatif. Les textes eux-mêmes sont des analyses détaillées par ligne de base des ouvrages scolaires, le plus souvent de séries de pressages. Elles se donnent les explications sur les logogrammes difficiles et des mots obscurs et interprètent les relations entre différentes parties de l'ouvrage étudié. Il est également frappant que tous ces commentaires semblent être de composition fraîche. Le colophon ne déclare jamais qu'ils ont copié d'originaux antérieurs et ils n'ont pas de précurseurs connus jusqu'à la présent parmi leurs prédécesseurs. Excusez-moi. Il me semble donc que la famille Shanguninurta a utilisé Il me semble donc que la famille a utilisé ces commentaires comme moyen d'acquérir une compréhension personnelle des compositions savantes, souvent complexes, sophistiquées et obscures, et des traditions orales qui les entourent. Cela ne veut pas dire que tous les commentaires dans la tradition cuneiforme étaient de nouvelles créations. Par exemple, il y a 4 commentaires copiés de la collection savante de la famille Ekozaki qui ont rassemblé dans la même maison environ une centaine d'années plus tard. Des familles et des individus clairement différents ont utilisé des commentaires de différentes façons. Donc,
Les tablettes sans déclaration de copie étaient toutes éducatives, ou presque toutes éducatives, d'une manière ou d'une autre. Mais quant à les tablettes copiées, qui constituent la majorité de la collection, est-ce qu'elles étaient liées à l'enseignement? Il y a 30 tablettes avec des colophons qui disent copier, puis 4 autres qui sont évidemment des copies d'ouvrages standards. Il comprend 7 extraits de séries connues, bien connues d'incantations et de rituels, et 7 chapitres des grandes séries de pressages. Les 29 copies d'autres sont d'œuvres médicales, lexicales, mathématiques et astrologiques. Ces tendances sont également visibles dans les 80 tablettes sans colophon survivants. En d'autres termes, ce sont les œuvres de base que les archipels stagiaires ont appris à commenter. Il serait donc erroné de prétendre qu'ils ne faisaient pas partie du processus éducatif. En effet, pendant que Anu Ixo se réfère principalement à lui-même comme archipel Sekhu, petit archipel, sur les tablettes pédagogiques, sur les tablettes copiées, il se fait il utilise la phrase archipel Sekhu assez fréquemment de l'utiliser archipel seul. Tout comme à Ashur, 250 ans auparavant, nous voyons des copies faites par des jeunes hommes, certains de la famille, certains de l'extérieur, pour appartenir à l'ancienne génération. D'où proviennent les sources des copies? Les colophons nous disent qu'ils comprennent 2 tablettes à bois appartenant au défunt temple Diana à Uruk, une copie babylonienne d'une tablette à bois, une tablette parmi les vieilles tablettes de Meslam, c'est-à-dire le temple dans la ville de Kutha, du nord de Babylonie, et 3 copies d'Uruk. Donc au moins 10% des originaux de l'extérieur d'Uruk. Mais vous voyez, c'est un monde beaucoup plus petit que celui de la famille Baba Shumer Ibni à Ashur. En effet, Saint-Jean a démontré il y a 10 ans qu'au cours du premier millénaire, les œuvres énumérées dans les soi-disant manuels d'archipel, que les assyriologues ont tendance à considérer comme compendium standard d'archiputu, étaient de moins en moins nombreux disponibles. Donc, à Ashur du 7e siècle, la famille Baba Shumer Ibni possédait environ la moitié de la centaine de compositions énumérées dans le manuel. Pourtant, à Uruk, du 5e siècle, la famille Shangunenota avait environ la moitié de ce chiffre encore, c'est-à-dire un quart. Toutes les 2 familles possédaient des copies du manuel lui-même, dont ils savaient ce qu'il manquait. Bien sûr, il est possible que les familles possèdent ces œuvres manquantes sur les tablettes en bois ou de parchemin, mais elles ne sont en général pas comptées parmi d'autres tablettes de la Babylonie tardive. Et donc, il semble qu'elles sont vraiment manquantes. Dans cette économie de pénurie de savoir, il doit y avoir des tensions croissantes entre le maintien de l'éducation au sein de la famille, afin de protéger un avantage professionnel, et de maintenir la vie professionnelle élargie grâce à l'échange de textes et d'apprentis. Enfin, nous nous tournons vers la fin de la tradition. La dernière communauté scolaire cunéiforme connue a fonctionné à Babylone au cours de la période 105 ans à 5 ans avant, sous le royaume Parthe. Comme les Séleucides devant eux, les nouveaux rois de Babylonie ont rejeté Babylone comme une résidence royale,
mais a permis à la vie et à son temple et Saint-Gila de continuer à exister. Nous manquons de fouilles stratigraphiques et les archives publiées qui datent de cette période sont toutes comprises des tablettes récupérées de manière informelle des expéditions victoriennes. Mais montrent que même à cette date tardive, Saint-Gila était encore un lieu d'activité scolaire et culturelle. Les célèbres journaux astronomiques, dont les dernières datent de 61 avant, ont été produits sous ces auspices, enregistrant systématiquement une foule de données d'observation céleste, ainsi que des enregistrements de plus en plus fréquents et étendus d'événements militaires, religieux et politiques. Les journaux mentionnent des sacrifices et des rituels à le temple et Saint-Gila jusqu'au moins 78 ans avant. Mais vous voyez que les textes se terminent presque tous au même moment, environ 60 avant, comme les journaux. Jusqu'à présent, j'ai pu identifier près de 100 textes savants rédigés par des membres de 3 familles associées au temple et Saint-Gila à cette époque. Les descendants de Egi-Batila, c'est un nom sumérien, de Mushezib, acadien, et de Nana-Utu, encore sumérienne. Ces lignées savantes de Babylone, ainsi que le système prébondaire des Saint-Gila, de fonctions et de privilèges sacerdotaux, ont été en grande partie effacés par Xerxes au début du 5e siècle. Néanmoins, ces familles-ci sont parmi les rares qui ont survécu et ou ont émergé à la suite. La famille Mushezib avait joué un rôle central dans le développement de l'astronomie mathématique à la fin du IVe siècle et continuait à être membre de la communauté d'observation céleste à la fin de la seconde. Quelques membres des familles de Egi-Batila et de Nana-Utu ont également appris l'astronomie et des calculs et ont fait des commentaires sur différents types de compilations de pressages. 3 générations de prêtres kalus de la famille Nana-Utu ont écrit de longues élégies rituelles Anazamari Nasi, extrait pour chanter à Emesal, l'ancien dialecte liturgique de sumérien, avec des traductions interlingues acadiennes. Et on voit aussi que la connaissance de sumérien était aussi une tradition reconstruite. Ils comprennent la langue d'une manière très différente qu'auparavant. Une quarantaine de ces tablettes scolaires de ces hommes ont des colophons qui survivent partiellement, datant entre 137 et 49 avant. Donc, beaucoup d'autres constatent explicitement qu'ils ont été copiés d'autres sources. De la maison de M. Belchenu, de la rue voisine de Boursipa et du Magalatu, rouleau en cuir de Babylone. Mais vous voyez, le manque uniforme accessible a rétréci dans une zone environ 20 km de diamètre. 10 colophones comprennent des formules protectrices dans tous les 4 genres, l'astronomie, les commentaires, les littératures et la liturgie. Vous voyez là-haut, Nabu-Mushetik Idi avertit « Celui qui craint le Dieu, Shamash, ne doit pas effacer mon travail. » Mais il est le seul. La plupart des hommes de ce cercle rédigent une abréviation encore plus superficielle de cette phrase standard, en omettant l'action offensante elle-même.
Celui qui craint les dieux Shamash et Marduk, déclarent les hommes Égibati et Nana-Utu. Celui qui craint les dieux Bel et Beltia, invoque les Mushezib. Exactement quoi exactement l'homme craintif est censé faire avec les tablettes? Retourner, protéger, trésorer, ne pas enlever, ne pas perdre, et sous quelle peine sont jamais déclarées. Ces phrases, ainsi que les pratiques de copie explicitement décrites, montrent clairement que les savants de Babylone partent s'attendaient à ce que les autres aient accès à leurs écrits. Pourtant, la nature terne de la formule protectrice suggère qu'ils ne prévoient pas beaucoup d'intérêt humain inapproprié dans leurs écrits, ou ils ne comptent pas vraiment sur les dieux pour fournir une protection appropriée. Un secret n'est pas un secret si personne d'autre ne veut le savoir. Ces dernières générations de savants ont peut-être fait un dernier effort pour changer leur style d'enseignement, pour reconnaître l'existence de l'alphabet, qui était plutôt l'alphabet grec à cette époque. Comme Catherine Stevens l'a récemment fait valoir, les célèbres tablettes gréco-babyloniaques représentent certainement une expérience de courte durée du Babylone du 1er siècle avant. Stevens, à juste titre, ne va pas jusqu'à identifier les individus qui les ont produits, mais les tablettes gréco-babyloniaques proviennent des mêmes assemblages dans le musée britannique que les tablettes savantes dont nous venons de discuter. Et elles doivent presque certainement venir du même cercle social. Ces 16 petites tablettes, comme Joachim Olsner l'a déjà démontré il y a plusieurs décennies, enseignent aux élèves qui connaissent déjà le script cunéiforme comment transcrire les exercices élémentaires traditionnels en grec. Donc, on sait lire le cunéiforme et la tâche est d'écrire en grec. Mais cet effort n'était pas suffisant et, à part quelques textes astronomiques très mal écrits, au milieu du 1er siècle avant, la tradition cunéiforme a fini finalement. Donc, pour conclure, au premier millénaire avant, l'alphabet n'était pas une menace intrinsique à la connaissance cunéiforme, mais il l'a progressivement remplacée dans les contextes quotidiens. L'éducation cunéiforme est devenue mieux adaptée à la langue acadienne, parce que les scribes professionnels n'ont plus besoin de se distinguer avec sumérien. Il semble que les produits de l'enseignement élémentaire en cunéiforme étaient surtout des éphémères, comme il l'avait déjà été en temps Je recommence. Il semble que les produits de l'enseignement élémentaire en cunéiforme étaient surtout des éphémères, comme ils l'avaient déjà été en temps paléo-babylonien. Ils étaient généralement jetés ou recyclés, avec peut-être seulement des meilleures copies conservées comme ouvrages de référence aux preuves de prouesse. Dans les étapes ultérieures de la formation scolaire, cependant, il est difficile et peut-être même inapproprié d'établir une distinction claire entre la pédagogie et la collection. Les étudiants avancés accumulaient la connaissance des textes par copie et commentaires écrits sous la direction d'un mentor, autant qu'ils le faisaient en lecture et en discussion. La production textuelle, à la fois la copie et le commentaire, doit également se poursuivre tout au long de la vie des scolaires individuels, puisqu'ils sont entrés en contact avec de nouvelles œuvres et de nouvelles idées.
Ainsi, les collections ont été accumulées au cours de plusieurs générations d'une famille. Beaucoup ont dû être appris par cœur, mais les tablettes en bois ainsi qu'en argile ont été conservées comme sauvegarde lorsque la mémoire a échoué en tant que symbole de statut de l'identité professionnelle. Et comme on l'a déjà laissé entendre, une ressource partagée avec d'autres membres de la communauté. Les apprenants pouvaient avoir accès à une érudition partagée parce que les tablettes circulaient, parfois sur de longues distances, mais dans les conditions strictement prescrites. Étant donné que les tablettes pouvaient et devraient se déplacer, il était important de réguler le mouvement, soit en nommant des destinataires visés individuels, soit on avertit les emprunteurs de ne pas devenir des voleurs. La connaissance écrite était une marchandise rare et précieuse. Le partage de ce que l'on avait dans des paramètres socialement acceptables était un moyen important de permettre l'accès à plus, qui appartenait à d'autres. Ces clauses de protection rappelaient les membres du groupe du contrat social entraînés par la prente et la copie, et l'ostracisme professionnel en jeu si l'on la transgressait. Mais l'ingérence réelle, par Ashurbanipal, par Xerxes, a conduit à deux, soi-disant, goulets d'étranglement de survie pour le savoir scolaire en cunéiforme. Sans le patronage royal, le statut social du cunéiforme a diminué. En même temps, la communauté se contractait. Fur et à mesure que les écrits scolaires devenaient plus rares, les tensions entre la dissimulation et le partage augmentaient. Lorsque la communauté savante a cessé d'attirer de nouveaux apprenants, elle est morte au milieu du premier siècle avant. Donc, la semaine prochaine, nous allons étudier la renaissance de la culture cunéiforme au milieu du 19e siècle. L'histoire du déchiffrement a souvent été racontée. Mais qu'est-ce qui s'est passé après cela? Comment la sériologie est-elle devenue matière universitaire avec des professeurs et des étudiants? Et comment a-t-elle marché depuis lors?